son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, vous connaissez forcément Zorro, c'est un personnage très populaire, mais on va essayer de revenir un petit peu sur quel est le vrai Zorro. Où en est l'histoire de Zorro? D'où vient Zorro? Peut-être que vous ne le savez pas. Donc on va aller un petit peu par étapes dans tout ça. Bienvenue dans cette vidéo consacrée donc à Zorro. Vous l'aurez compris, je pense. Commençons peut-être par donner une espèce d'image canonique du personnage. Alors, je pense que si je vous dis Zorro, vous imaginez quelqu'un avec un chapeau, qu'en espagnol on appelle un chapeau de Cordoue, hein, un château cordobés, avec un masque qui lui couvre le visage, comme ça, qui lui couvre aussi les cheveux, habillé tout de noir, les gants, ayant une cape noire. Il a comme arme une épée, qu'il manie superbement bien, et un fouet. Qui plus est, il monte un cheval super puissant, tout ce qu'on veut, qui s'appelle Tornado, la tornade. Zorro, dans la vie civile, c'est une personne qui s'appelle Don Diego de la Vega, qui est donc un bourgeois espagnol de Californie, de la Californie espagnole, qui revient après avoir fait des études en Espagne. Son père l'envoie faire l'université en Espagne, où entre autres il apprend l'escrime et compagnie, et quand il revient, il se rend compte que le pays est pas très bien géré, on va dire ça comme ça pour le moment, et donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait passer pour un poltron qui ne connaît rien à l'art de l'escrime, et par derrière, il se déguise en Zorro, littéralement, le renard. Ce personnage de Diego de la Vega, qui doit faire le poltron, justement, a deux soucis qui se présentent à lui. Le premier, c'est la relation qu'il a avec son père qui aime Diego de la Vega, mais qui ne peut s'empêcher de dire « mais qu'est devenu mon fils ?» Qui est devenu mon fils, et du coup il va pas arrêter de le critiquer, d'être déçu de lui, alors que, en réalité, c'est Zorro, celui que le père admire, celui qui sauve les gens et qui aide le peuple. Et il y a l'autre problème, c'est la relation de Zorro avec la Zorro Girl de l'épisode, on va dire, ou du film, ou du livre. Parce que on aura quelque chose d'assez classique qui sera repris plus tard dans les personnages de super-héros, c'est-à-dire ce triangle amoureux, où Diego de la Vega est amoureux du personnage féminin, le personnage féminin est amoureuse de Zorro, et Zorro et Diego, c'est la même personne, mais évidemment, il n'a pas le droit, Diego, de montrer toutes ses qualités. Autre chose aussi qui caractérise Zorro, hein, globalement, ce sont ses ennemis. Alors là, c'est un petit peu plus global, mais généralement, l'image qu'on a des ennemis de Zorro, c'est un commandant, un général, ou quelqu'un de l'armée espagnole, peut-être quelqu'un qui peut être un alcalde en espagnol, donc c'est-à-dire un maire, qui gère Los Angeles, hein, Californie, Los Angeles plus précisément, profitant d'être loin de la couronne d'Espagne pour gérer ça comme un tyran. C'est l'image qu'on a globalement. On va profiter, donc maintenant qu'on a mis un petit peu cette histoire dans le cadre, on va profiter pour parler un petit peu d'histoire. Tout d'abord, Los Angeles et l'histoire un petit peu de la Californie. Une date à retenir pour le moment, à quelle époque se passent les aventures de Zorro? Alors, si on en croit la série ultra classique de Disney, au début du premier épisode, il est écrit « Californie espagnole, 1820 ». Nous allons voir un petit peu ça, c'est un petit peu compliqué. Alors, tout d'abord, évidemment, Los Angeles, c'est un village qui a été créé par des colons sur un village de gens locaux, évidemment, hein, évidemment. Ce qui a d'ailleurs son importance dans l'histoire de Zorro, puisque Zorro a évidemment régulièrement des liens avec les gens locaux, hein, les Amérindiens, en fonction des histoires plus ou moins présentes, mais on sait que, justement, ça fait partie du lore et de l'histoire. On reviendra là-dessus, il y a des choses assez sympas à dire. Alors, au début, je vais lire, parce que le village, au début, il s'appelait, donc, El pueblo de Nuestra Señora, la Reina de Los Ángeles. Donc, littéralement, le village de Notre-Dame, la Reine de Los Angeles. Tu m'étonnes qu'il l'a abrégé, les mecs, hein. Los Angeles, et maintenant c'est LA, allez, hein, on fait court, voilà. Donc, à cette époque, le Mexique, la Californie, tout ça, c'était espagnol, c'était une colonie espagnole. Entre 1810 et 1821, il y a la guerre d'indépendance du Mexique contre l'Espagne. Rappelez, je vous ai dit Zorro, 1820. 1821, fin de la guerre d'indépendance, mais qui avait commencé bien avant.
Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le Mexique gagne son indépendance et devient un pays. C'est bien. Le petit souci de la Californie, c'est qu'elle est un peu éloignée du reste du Mexique. Et donc, avec les années, étant loin du pouvoir central, la Californie va, d'une certaine manière, se gérer de manière autonome. Ils vont avoir leur propre gouvernement, etc., etc., et ils vont se sentir de moins en moins concernés et pris en compte par le pouvoir central de Mexico. À tel point que le 14 juin 1846, la Californie proclame son indépendance du Mexique. Pam, la Californie indépendante, ni espagnole, ni mexicaine, ni américaine, mais Californie, californien. Voilà. Le petit souci, c'est que cette indépendance a duré 1 mois, pas plus. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ceux qui ont donné l'idée, ceux qui ont, comment dire ça, donné les moyens de cette révolte pour cette indépendance californienne, ce sont les États-Unis. Les États-Unis qui avaient comme ambition de récupérer ce territoire. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les Californiens se sont rendus indépendants, et ensuite, ils ont donné le territoire aux États-Unis, qui est venu simplement le prendre. Salut, merci, c'est à nous. Voilà. Ballot, hein, comme qui dirait. Alors là, je profite déjà, si vous avez vu le film La Légende de Zorro, avec Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones, vous vous souvenez que dans le film, ils disent « Oui, on va voter pour rejoindre les États-Unis, et pour la liberté, et bla, et bla ». Non, non, c'est pas ce qui s'est passé. Ça a été grosso modo une conquête stratégique. Et on reparlera d'une certaine manière de la conquête de la Californie, parce qu'il y a d'autres œuvres qui en parlent de manière, elle aussi, peu historique, mais ça peut être intéressant. Donc vous voyez que l'année 1820, pour Zorro, ça colle pas des masses. Donc c'est censé se passer quand même avant, au temps de la Californie espagnole. Attaquons maintenant l'histoire du papa de Zorro et comment Zorro a été créé. Donc Zorro est la création, non pas d'un Espagnol, non pas d'un Californien non plus, non pas d'un Mexicain, mais bel et bien d'un Américain, un États-Unien si vous préférez, Justin McCulley. Donc Justin McCulley, de son vrai nom Arthur Justin McCulley, est né le 2 février 1883. Ça a été un journaliste qui commence sa carrière d'ailleurs en écrivant dans le journal de la police, hein, qui s'appelait donc The Police Gazette. Donc on imagine un journal où il suit la police, en les décrivant de manière plutôt positive, leur quotidien, etc., etc. C'est là-dedans qu'il fait ses armes. Ensuite vient la Première Guerre mondiale et il travaille dans les relations publiques de l'armée des États-Unis. À la fin de la guerre mondiale, il rentre au pays avec une ambition. Il a envie d'être écrivain. Très bien, très bien. Alors, il commence à écrire et il essaye d'envoyer ses écrits dans les magazines. Les magazines, de quoi je parle? Évidemment, vous le savez, à une époque, aux États-Unis, il y avait ces fameux magazines qu'on appelle les pulps. Les pulps, c'était quoi? C'était des magazines dans lesquels sortaient plein de textes écrits par plein d'auteurs, certains avec du talent, d'autres avec moins de talent. Le but était que ce soit du divertissement, ce n'était pas de la grande littérature, c'était du divertissement, si vous voulez, des romans de gare, mais ce n'était pas forcément des romans. C'était vraiment, vous achetez peut-être ça cette semaine ou ce mois, puis vous avez votre texte. Ce sont pas des magazines qui sont faits pour être gardés ou collectionnés en tant que tels, hein, comme le dit l'introduction de Pulp Fiction qui vient là-dessus, hein. Donc ces histoires écrites imprimées sur du papier de mauvaise qualité, etc., etc. Donc, comme tous les auteurs d'époque, il est obligé de passer un petit peu par là, à moins d'être un auteur reconnu, etc. Il est obligé de passer un peu par là. Et il leur présente ses premiers textes, et il se fait recaler. Il se fait recaler pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'il n'est pas considéré comme très bon auteur en tant que tel. Et la deuxième, c'est que c'est pas quelqu'un qui aime beaucoup se renseigner. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va faire des recherches pour placer son histoire dans un environnement réel. Il va se renseigner sur comment fonctionnent les choses, etc., etc., etc. Donc il va se faire recaler, tout simplement. Mais, le monsieur, il a de l'ambition et il abandonne pas. Je profite pour dire aussi que bien qu'il ne soit pas né en Californie, il est allé s'installer en Californie et il a vécu là-bas toute sa vie, hein. D'ailleurs il est mort à Los Angeles, hein. Donc il a vécu là-bas et il a eu le temps en effet de s'imprégner quand même un peu de ces légendes locales, etc., etc., de ces histoires locales, de qu'est-ce que c'était l'époque, malgré qu'il n'aime pas se renseigner. Le monsieur n'a pas abandonné, il a continué à écrire, et ces textes ont commencé à être publiés.
Comme je vous ai dit, ce n'était pas de la littérature qui était faite pour rester à la base. Et, on va pas se mentir, ben, ces textes ne sont pas restés. Ça n'a pas eu un succès particulier, comme j'ai dit, le monsieur n'était pas considéré comme un très bon auteur, etc., etc. Voilà. Mais un jour, il invente un personnage, et vous savez de qui je parle, Zorro, évidemment. Donc, son texte, il sort dans un de ses magazines qui s'appelle le All Star Story Weekly Magazine. Donc, on imagine que ça sort sans doute une fois par semaine ou quelque chose comme ça, même si il a dû l'écrire avant. Ce qui explique aussi une certaine construction du livre sur lequel on va revenir un petit peu après. Et donc, il y aura un succès, à tel point que l'histoire va sortir après sous forme de livre, sous le nom La Malédiction de Capistrano. Revenons au livre. Donc, La Malédiction de Capistrano est la première apparition du personnage de Zorro. Chose assez étonnante, c'est que la Malédiction de Capistrano, c'est le surnom de Zorro. Donc on va un peu par étapes. On a un monsieur masqué qui se fait appeler Renard. Mais Renard a un surnom en plus, Malédiction de Capistrano. Vous voyez où je veux en venir déjà d'une chose, c'est que le terme Malédiction de Capistrano ne survivra pas à l'histoire. Il ne sera pas spécialement réutilisé, on parlera toujours de Zorro, parce que le personnage, il a déjà un surnom, puisqu'il ne donne pas son prénom, c'est Zorro. Étonnamment, dans ce livre, il n'y a pas beaucoup de grandes descriptions du costume, hein. On va pas vous dire il arrive quelque part, il est habillé comme ci, comme ça, etc. Pas trop, du moins. Pas beaucoup. Rappelez-vous, on est dans du pulp, quelque chose qui doit être direct, qui doit être divertissant. Mais, à force de lire le livre, on apprend des petites choses assez intéressantes. Tout d'abord, le masque que porte Zorro, c'est pas le masque que l'on connaît ici. C'est pas ce masque-là. On apprend, lorsqu'il doit embrasser la demoiselle, qu'en fait, il doit soulever son masque pour avoir accès à sa bouche. De ce que l'on voit, et de ce que l'on comprend, Zorro a l'air d'avoir un masque qui lui couvre tout le visage, et juste des trous pour les yeux. À un moment donné, d'ailleurs vers la fin du livre, on nous explique, entre autres, que Zorro a une cape violette. Je vérifie en VO, hein. Purple, une cape violette. Alors, est-ce que c'est juste l'intérieur qui est violet? Je ne sais pas, c'est pas décrit. Mais Zorro a une cape violette. Donc, Justin McCauley, quand il a pensé à Zorro, il avait une vision assez différente de celle qu'on avait dans la version canonique que je vous expliquais tout à l'heure. Parmi les choses intéressantes, il y a le personnage de Bernardo. Si vous avez la vision de la série Disney, j'aurais pu le mettre dans la version canonique, Bernardo est donc le valet de Diego de la Vega, et ça a l'air d'être un hispanique qui s'appelle Bernardo, il est sourd et muet, etc. Ben, dans le livre, en fait, c'est un Indien, c'est un local, chose qui sera reprise dans d'autres versions, mais qu'on a tendance un petit peu à oublier. Donc ça, c'est dans l'histoire. Le méchant de cette histoire, il s'appelle Ramon. C'est assez intéressant parce que Ramon, c'est un nom de méchant qui reviendra dans différentes adaptations de Zorro, ce sera le méchant, même si, et là on touche déjà à quelque chose, Ramon n'est peut-être pas un nom qui fait « Ah bah oui, c'est l'ennemi de Zorro », évidemment, c'est pas le Joker de Batman. Ce qui veut dire qu'en fait, les ennemis de Zorro ne sont pas très bien définis. Dans cette histoire, on a déjà un proto-Sergent Garcia, qui ne s'appelle pas Sergent Garcia, il s'appelle... comment il s'appelle? Il s'appelle Gonzalez, et... ce Gonzalez est un petit peu moins comique et un petit peu moins super sympa, même si ce n'est pas non plus le gros méchant. Au début, il est présenté comme un gros méchant, et après, peu à peu, ça évolue. C'est un pulp, donc il est sorti par épisode, et ça se ressent. Il faut qu'il y ait le petit combat, le petit truc, le petit machin, à chaque épisode. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas un livre qui est très bien écrit. Mais on m'a tellement dit que c'était nul, que finalement, ça va. On m'a tellement dit que c'était mauvais que finalement, j'ai plutôt apprécié. Alors, j'ai noté une phrase, parce que ça m'a quand même fait rire. Le capitaine parlait seul à haute voix, comme font tous les méchants. Voilà, vous voyez un peu le niveau d'écriture, quoi. C'est pas très subtil, mais ce n'est pas le but de ce livre, qui d'ailleurs, d'après la version numérique que j'ai, il fait 205 pages, avec les annexes et ce qui précède, hein. Donc c'est court, c'est assez direct, et qu'on le veuille ou non, on a déjà un peu toutes les bases de Zorro. Il y a déjà un fouet qui va être utilisé, il a déjà son épée, évidemment. Il y a quelques différences, comme le fait que Zorro a un pistolet. Bah oui. Alors il s'en sert plus pour maintenir les ennemis à distance pour pouvoir se battre à l'épée, mais Zorro a un pistolet, un peu comme Batman à ses débuts, il avait aussi un pistolet, Zorro, c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. Chose aussi intéressante, dans cette histoire, Diego de la Vega ne revient pas d'Espagne où il a été formé.
On apprend à la fin de l'histoire qu'en fait, Diego de la Vega s'est rendu compte que ça n'allait pas, alors il a commencé à s'entraîner en secret, et c'est comme ça qu'il est devenu super bon dans tout, dans le combat et tout. Alors, je sais pas comment on fait pour s'entraîner tout seul et devenir très bon au combat, mais bon, là, c'est ce qu'il fait. Et donc, c'est ce qu'il fait. D'ailleurs, petite subtilité, il ne s'appelle pas Diego de la Vega, il s'appelle Diego Vega tout court. Malgré plusieurs différences globales par rapport à la vision qu'on a de Zoro, on peut dire que beaucoup d'éléments sont quand même déjà présents. La relation avec le Lita Pulido, comme je vous ai dit, avec son père, etc., etc. Il y a quand même déjà des bases qui sont quand même bien posées, même si les choses vont évoluer peu à peu pour donner un Zoro un petit peu différent. Ce qui est intéressant aussi, c'est le costume, qui bien que peu décrit, ne semble pas correspondre à l'image qu'on se fait de Zoro, et ainsi que le surnom, la malédiction de Capistrano, qui ne va pas rester très longtemps. Je profite aussi pour dire que justement, Justin McCulley, je vous ai dit qu'il était pas très bon pour ce qui est des choses historiques, bah oui, justement, normalement, paraît-il, je suis pas un expert, mais que la Californie était justement dirigée par des maires, des alcaldes, et Los Angeles, c'était ça, c'était pas juste un gouvernement militaire, etc., etc., mais comme je vous ai dit, le monsieur ne cherchait pas forcément une vérité historique, il cherchait plutôt à raconter son histoire comme lui le voulait, etc. Parlons maintenant des influences qu'a eu Justin McCulley pour créer Zoro. Alors, c'est un petit peu compliqué, parce que il y a des gens qui prétendent qu'il y a un Zoro réel qui a réellement existé, et qui a inspiré ce personnage. Alors évidemment avec des différences, mais encore une fois, on va aller un petit peu par étapes. Qu'est-ce que le principe de Zoro? Le principe de Zoro, c'est un bandit, un hors-la-loi, qui enquiquine les puissants pour le peuple, grosso modo. C'est une figure que l'on voit beaucoup, on va dire, d'un point de vue légendaire. Pourquoi ça? Parce que forcément, quand on est soumis à un pouvoir, les gens qui embêtent ce pouvoir sont un peu nos amis. Donc, on a tendance, globalement, à travers le monde, à faire de ces bandits des gens qui ont bon cœur et qui vont aider les pauvres. Évidemment, on pense au mythe de Robin des Bois, qui ne pense pas à Robin des Bois, c'est un peu l'image classique de ça, mais ce n'est pas le seul qui a eu cette image. Et entre autres, un Mexicain du nom de Joaquín Murrieta. Joaquín Murrieta, le nom vous dit peut-être quelque chose, parce que dans le film Le Masque de Zorro, avec Antonio Banderas et Catherine Zeta-Jones, ils font du personnage d'Antonio Banderas le frère de Joaquín Murrieta. Et donc, certaines personnes disent que justement Joaquín Murrieta est le vrai Zorro, etc., etc. Il y a d'autres bandits du genre, hein, qu'on appelle donc des bandoleros, d'autres bandits du genre qui sont parfois rapprochés de Zorro. La vérité, c'est que Justin McCulley ne les a jamais cités comme des inspirations. L'inspiration qui revient régulièrement en ce qui concerne le personnage de Zorro lui-même vient d'une saga de livres anglaise qui s'appelle Le Mouron Rouge, donc qui a commencé à sortir en 1905. À peu près, on a eu plusieurs. Alors, le Mouron Rouge, ce n'est pas tout à fait la même chose que Zorro, mais on a déjà l'histoire de quelqu'un qui mène une espèce de révolte en étant caché, en étant mal vu par sa femme, etc. Et on présume, ça revient dans plusieurs choses, entre autres, si vous lisez le livre d'origine de Zorro, il y avait une annexe qui accompagnait et qui disait que les inspirations venaient sans doute de là. Donc on présume, en effet, que Justin McCulley s'est inspiré, entre autres, de ce personnage-là, et évidemment, sans doute, d'une culture générale de bandits à gauche à droite, et de toute cette vision romanesque et romancée des bandits. Je fais une petite parenthèse pour dire que Alain Delon, dans La Tulipe Noire, qu'est-ce qu'il interprète, si ce n'est une sorte de Zorro, évidemment la française, que le peuple considère justement comme un héros, et qui en fait n'en est pas un. Le film La Tulipe Noire joue là-dessus, évidemment. À ce stade, vous l'aurez sans aucun doute remarqué. On dit souvent que le premier super-héros de l'histoire des super-héros, c'est Superman. Et ce n'est pas faux, dans le sens où dans les comics, le premier super-héros, c'est Superman. Mais Zorro est arrivé avant les comics, comme je vous ai expliqué. Et Zorro a déjà toutes les caractéristiques que beaucoup de super-héros vont utiliser. Superman va souffrir du triangle amoureux, justement, entre Clark Kent, Lois Lane et Superman. Je vous ai expliqué que c'est le cas de Zorro avec la femme de l'épisode et du film. Là, vu qu'on est sur le livre, et on va passer au premier film, c'est avec Lolita Pulido. Zorro a ce souci-là. Zorro cache son identité. Zorro a un costume avec une cape. D'ailleurs, Zorro fait partie des inspirations pour le personnage de Batman. Faites le lien. Batman, il a sa ville, Gotham.
Zorro à Los Angeles. Batman a sa Batcave, Zorro a sa cave où il part. Batman est riche, Zorro est un bourgeois. Bla 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 bla. Batman est très inspiré de Zorro. Alors attention, Zorro a beaucoup évolué avec le temps, et Batman aussi. Par conséquent, au bout d'un moment, l'influence de Batman sur Zorro va aussi se faire ressentir de par la popularité du personnage. Donc à l'arrivée, les deux s'influencent l'un l'autre parce que ce sont presque des cousins. Et on va revenir d'ailleurs sur certaines influences assez rigolotes pour l'avenir de de la franchise Zorro, si on peut dire, même si c'est pas vraiment une franchise en tant que telle. Nous sommes donc en 1919. Le fléau de Capistrano, et non pas la malédiction comme je l'appelle depuis le début, en français il a été traduit par le fléau, moi je le traduis de l'anglais dans ma tête. Donc le fléau de Capistrano sort dans les pulps, voilà. En 1919, le cinéma, c'est pas ce que c'était actuellement. Le cinéma, à l'époque, c'était en noir et blanc, et c'était du cinéma muet. Une des stars de cette époque, un certain monsieur Douglas Fairbanks, cherche quelque chose à faire, il cherche un sujet. Et voilà que sa nouvelle femme d'époque, Mary Pickford, est tombée comme par hasard sur, justement, cette histoire dans le pulp, et lui dit « Hey, peut-être que ça pourrait t'intéresser ». Douglas Fairbanks lit la chose, et ça lui fait tilt. Il sait ce qu'il va faire comme prochain film. Il va adapter Le Fléau de Capistrano. J'ai réussi à le dire plusieurs fois, fléau, 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 et je suis un balèze. Il va donc faire appel à un réalisateur, Fred Niblo, qui du coup va rentrer dans la légende aussi, un réalisateur qui à l'époque était, par rapport à une star comme Douglas Fairbanks, on va dire, guillemets, manipulable, c'est-à-dire qu'il était là pour Douglas Fairbanks, pour le mettre en valeur, et ils vont adapter l'histoire du roman. Mais vraiment l'adapter, c'est-à-dire que le film, le signe de Zorro, la marque de Zorro, The Mark of Zorro, en VO, va vraiment adapter l'histoire du livre de manière relativement fidèle. Et, peut-être que vous ne le savez pas, mais ce n'est pas juste la première incarnation de Zorro au cinéma, c'est un film absolument légendaire. Absolument légendaire. Alors, c'est un film en noir et blanc, muet, tout ça, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais c'est un film légendaire, et n'est pas l'histoire qui va créer Zorro, mais c'est en tout cas l'histoire qui va permettre à Zorro de filer à travers le temps, et ensuite d'être repris pour que de nos jours, il soit encore populaire. Donc c'est un film très important, ça il faut le savoir. Donc, une adaptation du roman, mais avec quelques subtiles différences. Tout d'abord, on a un Zorro qui porte pas le même masque que dans le livre. Il a un masque qui lui couvre juste ici. Ça vous dit quelque chose? Je dis ça et je dis rien. On a un Zorro qui aura son chapeau et tout ça. D'ailleurs, un chapeau qu'il enlève souvent, etc. Ce qui me fait dire que d'ailleurs, si vous avez vu encore une fois le masque de Zorro, Antonio Banderas, ou la légende de Zorro, souvent dans ces films, il enlève son chapeau et on a l'impression que ça colle pas. Bah, c'est clairement une référence à ce film où il est souvent son chapeau. Ce Zorro, donc il aura son pistolet, comme je vous ai dit, comme dans le livre, il va fumer. Ça, par contre, c'est surprenant. Un Zorro qui fume, sans doute, parce qu'à l'époque, ça le faisait de fumer, ça donnait un côté classe. Et c'est un film qui est très virevoltant. C'est un énorme classique du film de KPDP. Il y a beaucoup de cascades et de trucs comme ça. Et évidemment, le voir de nos jours, c'est un décalage, etc. Mais il faut comprendre, en tout cas, son importance à l'époque. Le film est un succès. Et de par son succès, il, comment dire ça, marque, c'est le cas de le dire, parce que c'est la marque de Zorro, il marque les esprits et laisse une image de Zorro. Ce n'est pas que le cinéma est supérieur à la littérature. Là n'est pas la question. C'est que le cinéma laisse une image, logique, il y a une image plus forte dans l'esprit des gens. Je vous donne un exemple. Harry Potter, ça cartonnait. Quand les films sont arrivés, les produits dérivés ont été faits avec la tête des acteurs. Tout simplement. Remarquez que le film ne reprend pas le titre La malédiction de Capistrano, bien que ce soit cité évidemment au générique. Il s'appelle La marque de Zorro. Donc cette fois-ci, on est dans Zorro, la malédiction, le fléau, pardon, toujours, de Capistrano. On commence déjà un peu à l'oublier gentiment. On commence à l'oublier gentiment. Et donc, qu'on le veuille ou non, on a là déjà une version pas mal avancée de la vision de Zorro, presque canonique que je vous ai dit tout à l'heure, qui va peu à peu être complétée, puis détournée, mais ça c'est de la musique d'avenir. Ça c'est de la musique d'avenir. Qu'est-ce qui se passe après le succès du signe de Zorro? Eh ben, le livre de Justin McCauley est sorti dans le commerce, sous format livre, comme je vous ai dit,
Mais il y a un petit problème. Eh ben, c'est que, à la fin de cette histoire, Zorro enlève son masque et dit à tout le monde, salut, c'est moi, c'est Diego, voilà, fin de l'histoire. Ouais, mais il y a de l'argent à se faire là maintenant, du coup. Et donc, le livre va ressortir sous un autre titre et il va s'appeler La marque de Zorro, The Mark of Zorro, le signe de Zorro, c'est le titre français du film, mais The Mark of Zorro. Avec une fin changée dans laquelle Zorro ne révèle pas son identité, pour permettre de faire une suite. Et c'est ce que fera d'ailleurs Justin Macaulay, il fera une suite. Et après, il en fera plein, vu le succès continu, etc., du personnage. Peu à peu, il va en faire d'autres, des suites. Mais, en tout cas, il relance et il change cette fin. Personnellement, j'ai lu la fin d'origine où il révèle son identité. Il y a aussi un changement. Diego Vega devient enfin Diego de la Vega. Mais le livre en lui-même reste l'homme. Nous passons maintenant en 1925. Douglas Fairbanks va faire une suite à son succès, à son Zorro. Don Q, Sons of Zorro, en français, Don X, fils de Zorro. Change la lettre, voilà. Qui, à la base, n'est pas l'adaptation d'une suite de Zorro écrit par Justin Macaulay. Ça adapte un livre qui n'a rien à voir et qui s'appelle d'ailleurs Don Q's Love Story. Donc, rien à voir de base avec Zorro. Cependant, à un moment donné, on aura des flashbacks du premier film, et le personnage de Diego de la Vega va intervenir, qu'on appelle toujours Diego Vega d'ailleurs pour la petite histoire. Donc on interprète ici quelqu'un qui va être le fils de Zorro. Chose intéressante, l'histoire se passe en Espagne. Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est intéressant? Parce qu'on va voir qu'il y a différentes versions de Zorro, et dernièrement j'étais sur les réseaux sociaux concernant une série récente espagnole, où la personne a commencé à dire « Ah, c'est un Zorro, ça se passe en Espagne, je me casse ». Désolé de te dire, des histoires de Zorro qui se passent en Espagne, bah en gros, il y en a depuis 1925. Voilà. Bref. Dans ce film, on a une grosse réintroduction à un outil que va beaucoup utiliser Zorro, à savoir le fouet. Le fouet est assez central dans le film. Donc, comme je vous ai dit, Zorro, le masque, tout ça, c'est très secondaire, ça se passe en Espagne, la Californie, on en est assez loin, etc., etc. C'est une histoire très sympathique. Le film est plus long, on sent qu'il y a plus de budget aussi, mais peut-être moins dynamique, moins fou dans ses cascades, etc., etc. Ce n'est pas un film qui va aider à justement à cristalliser l'image qu'on a de Zorro, et c'est justement aussi ce qui est intéressant, c'est que on est encore dans une image de Zorro qui n'est pas totalement cristallisée, malgré le livre, malgré le film, malgré le succès, vous voyez, on en a maintenant déjà une espèce d'autre version, quelque chose qui ne se sent pas si obligé que ça de représenter le costume, etc., etc. Vous pouvez voir au passage ce film ainsi que The Mark of Zorro directement sur YouTube, hein, parce que ce sont des vieux films libres de droit. Hein. Moi, j'ai fait quelque chose, je ne sais pas si je vous le conseille, mais par exemple, je me suis vu les deux films avec la musique, avec la bande originale du Masque de Zorro en fond. Et c'était assez plaisant et magnifique, même si bon, évidemment, la musique s'accélère alors que le film ralentit, et ils sont pas d'accord. Mais le charme y est. Donc si vous êtes curieux, n'hésitez pas à faire cette expérience. Et à partir de là, Zorro va un petit peu disparaître du paysage. En effet, il n'y a pas de télévision, donc Zorro c'est qu'au cinéma ou en livre, mais il va un petit peu disparaître du paysage, comme on a dit, même au niveau des livres, hein, l'auteur va pas écrire tout de suite, il va essayer de créer d'autres personnages, etc. Donc Zorro, il disparaît un petit peu. Et à un moment donné, il y a ce qu'on appelle les serials qui vont reprendre Zorro. Du coup, Justin Macaulay va refaire des livres, hein, puisque les gens s'intéressent à Zorro, du coup, pas bête. Les serials. Alors, les serials, il y en a eu pas mal. Je vous avoue que j'ai pas tous les noms, donc je vais vous lire. Zorro Rides Again, Zorro Fights Legend, Zorro Black Swipe, Sons of Zorro, Ghost of Zorro, pardon, qui sont tous sortis entre 1937 et 1949. Il y aura des films qui vont se greffer là au milieu. Qu'est-ce qui est important avec ces serials? Donc je rappelle, les serials sont un peu les séries d'époque, les séries télé d'époque, sauf que il n'y avait pas de télé, donc ça passait au cinéma. C'est là qu'on a eu le premier Batman et ces choses-là. Ce sont donc des productions à très petit budget, hein, qui ont d'ailleurs marqué un certain George Lucas et un certain Steven Spielberg pour faire Indiana Jones, et dont d'ailleurs ils se sont inspirés de certaines images tirées de Zorro dans Indiana Jones, hein, la poursuite à cheval pour récupérer l'arche. Et ben, c'est inspiré enfin certains passages sont inspirés de justement de ces serials, de ces matinées, comme on dit, de ces serials sur Zorro. Mais c'est un Zorro un peu particulier. Si je vous montre des images, vous allez me dire, c'est Zorro ça? Parce que ça a peu de budget. Et comme ça a peu de budget, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on réutilise des costumes, etc. Ainsi, le Zorro que nous avons là, si je vous montre des images, vous me dites que c'est pas Zorro. C'est pas si vous me dites c'est pas Zorro ça. Et c'est normal. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est un Zorro très westernien. Parce qu'ils ont repris les costumes, etc., etc. Donc on a un Zorro
qui n'a plus du tout des costumes, justement, qui doivent faire de l'armée espagnole à cette époque, etc. Parce que c'est faire des costumes seulement pour Zorro, et c'est pas possible. Donc on va réutiliser tout ce qu'on a déjà, et en réalité, on est dans des Zorro très westerniens. Alors ce sont des mini-séries, si on veut, de 12 épisodes, qui ont été après remontés en film, on peut les voir ou ne pas les voir, mais c'est un Zorro qui sort un petit peu du cadre classique de l'image qu'on se fait de Zorro, pour aller vraiment plus dans l'image du western, western classique américain, j'ai envie de dire.